Voilà, exactement 17h03 avec nous par Zoom, Madame Catherine Caron, qui est porte-parole pour Oxfam Québec. Bon après-midi, Madame Caron. Bonsoir, ça fait plaisir d'être là. Ça va bien, Madame Caron? Ça va bien, vous? Oui, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Caron. C'est la bonne façon de le prendre. Ouais. Alors, Madame Caron, on regarde et puis ça ne m'étonne pas que cette étude donne ça chez Oxfam Québec. Et donc, il y a une disparité de plus en plus criante à travers le monde et un peu partout, là. De trop grandes fortunes par rapport à une très grande pauvreté, et Oxfam Québec demande davantage d'imposer les grandes fortunes, hein? Tout à fait. En fait, ce qu'on révèle aujourd'hui, c'est que depuis 2020, les 1% les plus riches de la planète se sont emparés de 2 fois plus d'argent que le reste de l'humanité. Donc, les 99% autres réunis. Une autre manière de le dire, c'est que pour chaque dollar de nouvelle richesse qui a été créé, 63 sous sont allés aux 1% les plus riches et le 99% restant ont dû se partager 37 sous. Donc, il y a vraiment une hausse des inégalités qui continue de se creuser dans la dernière décennie, mais ce qu'on constate depuis 2020, c'est une accélération dramatique de cet accaparement-là. En fait, on se dirige vers la plus forte hausse des inégalités depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et souvent, on a tendance à pointer du doigt, le capitalisme, voulant dire les pays occidentaux. Est-ce que ça se limite uniquement aux pays occidentaux, aux pays capitalistes comme tels? En fait, je pense que le problème n'est pas nécessairement le capitalisme, la prospérité ou même le problème n'est pas de faire de l'argent. Le problème est vraiment dans la redistribution des richesses. On pense vraiment que chaque milliardaire est en fait un échec collectif. Quand on permet à une personne de posséder 1000 millions, pendant que d'autres personnes souffrent de la faim, on parle de près de 1 personne sur 10 sur la planète qui souffre de la faim en ce moment. Même au Québec, les banques alimentaires ont vu leur demande augmenter de 20% l'année dernière. Donc, c'est un échec collectif des règles économiques et fiscales qu'on s'est données, en fait, quand on atteint certaines personnes, un très petit nombre de personnes qui possèdent autant et d'autres qui souffrent. Et on voit ça de plus en plus entre les pays. On comprend qu'à l'intérieur même d'un pays riche, il y a des disparités criantes. Certainement, dans les pays pauvres, il y a des gens qui sont super riches, etc. Mais entre les pays, quand on parle de la première puissance économique au monde par rapport aux pays qui se classent 190, 195 comme un pays que je connais bien, qui s'appelle Haïti. Comment on aborde cette disparité-là mondiale entre les pays, justement, qui sont de plus en plus pauvres par rapport à d'autres qui s'enrichissent de plus en plus? Mais je suis contente que vous posiez la question parce que vous avez raison. Effectivement, ça varie énormément d'un pays à l'autre, mais quand on parle de coopération internationale, de solidarité internationale, rares sont les personnes qui vont penser aux taxes. Hein? Mais pourtant, le problème de la taxation et de la redistribution des richesses, c'est fondamentalement un enjeu sur lequel les pays doivent coopérer, sur lequel nous, on doit demander à nos gouvernements d'avoir un certain leadership sur la scène mondiale, de montrer l'exemple, par exemple, en taxant mieux les ultra-riches, en taxant mieux les très grandes corporations, en luttant contre l'argent qui s'enfuit dans les paradis fiscaux pour ramener l'argent, ramener les ressources vers les gouvernements pour pouvoir financer les services publics qui sortent les gens de la pauvreté. Par contre, ce qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est que les milliardaires, ceux qui ont vraiment des milliers de millions et se retrouvent sur tous les continents à travers le monde. Évidemment, il y en a beaucoup aux États-Unis ou dans les pays riches, mais ces milliardaires-là, ils sont vraiment sur tous les continents.
Et je pense que les solutions, elles viennent aussi de tous les continents et c'est quelque chose qu'on note dans notre rapport qui est hyper intéressant cette année. Le mouvement est vraiment en marche. Je dirais que ça fait une décennie qu'on parle jase d'inégalité, mais vraiment depuis 2021-2022, on voit des pays comme le Costa Rica, l'Argentine, la Colombie, le Pakistan, la Hongrie, l'Inde, le Chili, je pourrais en nommer vraiment beaucoup, mais qui mettent de l'avant des nouvelles mesures de taxation de la richesse innovantes desquelles tous les pays peuvent s'inspirer et s'amener collectivement vers le haut. Alors, j'insiste un peu parce que j'ai déjà un peu beaucoup réfléchi sur cette solidarité internationale qui se traduit dans les faits par une aide des pays plus riches aux pays plus pauvres. Et je connais un pays, moi, qui s'appelle Haïti et qui reçoit beaucoup d'aide de l'étranger et en résumé, je dis que c'est une aide qui n'aide pas, car plus le pays reçoit de l'aide étrangère, plus le pays s'appauvrit. Comment on explique que cette situation-là, c'est une réalité, hein? Mais je pense que surtout ce qu'il faut faire, c'est éviter peut-être les explications simplistes. Il peut pas avoir un seul facteur qui va expliquer l'ensemble de la condition d'Haïti. Mais c'est sûr que la coopération internationale peut faire mieux, doit faire mieux. C'est un secteur qui réfléchit beaucoup sur la décolonisation, sur son approche des décennies passées, sur comment mieux travailler, ce qu'on dit de façon bottom-up, donc de partir des personnes, de partir des collectivités et non pas d'aller dans le sens inverse des bailleurs de fonds vers les gens. C'est ce qu'on espère faire, notamment avec notre projet Café Makaya en Haïti. Alors, des projets bien spécifiques et on peut évaluer la rentabilité pour le pays de ce pays. J'ai déjà entendu même le juste prix comme programme, n'est-ce pas, pour ces produits-là qui sont faits dans les pays sous-développés, mais dont le prix généralement est fixé par le pays consommateur. Donc, des situations comme ça, sauf que il reste comme vraiment comme échange entre pays pauvres et pays riches, une seule manière, c'est l'aide. Est-ce que on ne regarde pas? Moi, je suis absolument d'accord avec vous qu'il ne faut pas voir un seul élément. Mais nous, on a tendance à voir dans cet échange-là le fait de donner avec une main et de reprendre avec les deux mains. Tout à fait. Puis c'est une demande de cohérence que Oxfam, on va souvent avoir envers, par exemple, le bailleur ou envers le gouvernement fédéral. C'est de dire, si on a une politique d'aide étrangère féministe, qui se veut justement, qui se veut moderne, qui se veut décoloniale, qui travaille avec les personnes, qui travaille dans le respect des diversités, avec les besoins des populations au cœur, avec les femmes et les filles au cœur. On ne peut pas d'une autre main faire l'inverse de ce qu'on prêche. Et c'est sûr qu'il peut y avoir des enjeux de cohérence entre les différents ministères, entre les différentes actions de certains pays riches. C'est pour ça que, par exemple, chez Oxfam, on a toujours 3 volets. Donc, on peut avoir de l'aide humanitaire d'urgence, comme ça a été le cas après le séisme au mois d'août 2021. On peut avoir des projets de développement durable, comme on le fait pour sur un 6 ans, par exemple, pour appuyer des productrices, des producteurs de la filière café dans le Grand Anse et le Sud. Mais on a aussi des campagnes et du plaidoyer politique pour améliorer, par exemple, les relations internationales, les relations de commerce et de relations extérieures des pays riches entre les pays pauvres pour justement, exactement comme vous dites, ne pas donner d'une main et reprendre de l'autre, mais essayer d'avoir une approche non pas d'aide, mais de coopération internationale et une approche qui soit cohérente.
Je vous poserai une question, mais j'aurais tendance à anticiper la réponse. Il y a, par exemple, parce que vous êtes vraiment d'une organisation d'aide qui fait un bon travail sur le terrain, mais la réflexion va très loin par rapport à l'aide qui n'aide pas, au point où un pays comme Cuba refuse de ne pas recevoir de l'aide étrangère. Et moi, comme Haïtien, je voudrais être au niveau du développement de Cuba, malgré que ça soit un pays sous-développé. Sans aide et même sous l'emprise d'un embargo depuis au-delà de 50 ans. Ben, je pense que c'est nous, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que des solutions politiques, ces solutions-là se prennent au niveau national. Mais après, moi, je serai toujours en faveur de l'échange entre les personnes, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Je pense que la coopération entre les pays sera toujours quelque chose qui peut apporter des fruits si on le fait de manière pertinente, de manière cohérente et en se basant sur les besoins des personnes. Mais après, la manière de faire, nous, on vise vraiment le plus une autonomisation ou un empowerment, comme on dit parfois en anglais, des personnes pour décider eux-mêmes s'ils veulent avoir des projets en coopération avec le Canada ou pas. On peut pas forcer personne. Oui, bien sûr. Mais la coopération sud-sud, vous en avez vu, vous avez étudié cet aspect-là. On dirait que l'échange se fait sur une base horizontale et non verticale. Moi, j'ai déjà vu en Haïti de petits jeunes aller donner des directives à des seniors en Haïti, et c'est nous qui vous faisons de la charité, un petit montant pour la santé, un petit montant. C'est ça l'aide internationale en Haïti au moment où on se parle. Oui, puis je pense que la coopération sud-sud est tout aussi pertinente, puis c'est pour moi quelque chose d'assez fascinant, d'assez intéressant de faire partie d'une coopération internationale. C'est vraiment pas uniquement que Nord-Sud ou Sud-Nord, c'est quand il y a un partage de bonnes pratiques qui se fait entre des communautés une à côté de l'autre. Ça peut être à une petite échelle comme des fermes modèles, par exemple, mais ça peut être aussi à grande échelle quand on a des bonnes pratiques en Bolivie qui sont partagées en Haïti, qui sont partagées en RDC. On constate ça tous les jours chez Oxfam, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est fort pertinent de mettre l'accent sur la coopération sud-sud également. Mme Caron, dernière question. Si on laisse aller ce modèle-là qui s'est développé, je ne sais comment, ça veut dire une disparité vraiment catastrophique entre pauvres et riches, que sera le monde de demain? Je vous dirais que le monde de demain, c'est déjà le monde d'aujourd'hui. Quand s'accumulent les relents de la COVID, les désastres climatiques, certains conflits et guerres, la crise de l'inflation, la crise de la faim, c'est près d'une personne sur 10 qui souffre de la faim en ce moment. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre à imaginer pire avant de passer à l'action. Je pense vraiment que nous, on fait un appel à une meilleure redistribution des ressources, parce que pour nous, taxer, par exemple, les milliardaires, aller chercher l'argent dans les poches des grandes fortunes, ce qui cible très peu de gens et peut aller chercher vraiment beaucoup d'argent. Par exemple, au Canada, si on taxait seulement les multimillionnaires, les milliardaires, on pourrait aller chercher 8 fois plus d'aide aux pays en développement. Donc, c'est pas rien, et ça en ciblant un tout petit nombre de personnes. Il faut vraiment réaliser que la taxation, c'est un des meilleurs leviers qu'on a pour lutter contre la pauvreté, pour financer des services publics comme la santé et l'éducation qui, ici comme ailleurs, bénéficient en priorité aux personnes vulnérables, notamment aux femmes et aux filles. Et puis, pour terminer vraiment là, est-ce que le fait, par exemple, qu'on voit, je sais que l'histoire du monde, c'est une histoire de migration, certainement que vos arrière sont venus d'ailleurs à habiter au Canada, mais par contre, aujourd'hui, c'est vraiment des gens qu'on ne veut pas en Occident, qu'on ne veut pas voir. On est en train de monter des clôtures et des barrières par tous les moyens, alors qu'en Occident, on manque de bras pour travailler. C'est quoi cette logique-là?
C'est une très bonne question parce que je me pose exactement la même question. Je pense que tout un chacun, on peut ajouter notre goutte d'eau pour défaire les mythes ou les mythes négatifs qui, je ne sais pas pourquoi, résistent par rapport à l'immigration ou par rapport aux personnes réfugiées. Je pense que c'est en parlant autour de nous, en ayant des modèles inspirants, en ayant plus de diversité dans les sphères de gouvernance, dans les instances décisionnelles, petit à petit, on va pouvoir briser, comme vous dites, ces images négatives-là que certaines personnes ont, mais je n'ai aucune idée pourquoi. Pourquoi? Et surtout, on parle de délocaliser. On a déjà fait ça là, mais vers la Chine, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on manque de bras et qu'on ne veut pas recevoir les étrangers chez nous, oui, on peut s'organiser, mais on peut faire l'ouvrage ailleurs et les gens se rendent. Si vous connaissez Haïti, c'est un très beau pays avec un beau soleil, avec une belle température. Moi, je serais fier de rester chez moi. Hein? Rester chez vous, oui, on reste chez nous, mais on travaille, on mange. Mais il n'y a personne qui va rester chez lui quand les gens ne sont pas capables de manger, de travailler, pas vrai? Tout à fait. Il faut travailler à des économies qui sont plus justes. Puis ça, pour nous, c'est des économies qui investissent dans les personnes. Donc, qui ne parlent pas juste en termes de PIB, mais qui permettent vraiment aux gens de vivre dignement puis d'améliorer leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Merci Catherine Caron, porte-parole pour Exxam Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler. On espère se parler plus souvent. On connaissait le dossier d'Haïti. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir.